notre conférence, en fait, chez Dissé, Vissa Brossé a fait un portrait de jeunes ayant été placés sous le service de la protection de la jeunesse et leurs défis en emploi. Nous allons essayer de juste rapidement vous présenter les contextes de cette recherche, les contextes des caractéristiques de pourquoi s'intéresser à cette population pour ensuite vraiment passer aux résultats et garder la plupart du temps pour ça. Donc, il faut savoir que l'emploi au sein des parcours de ces jeunes-là possède une fonction assez particulière parce que ce sont des jeunes qui se voient imposer à l'âge de la majorité une injonction forte à devenir adultes et l'emploi va venir jouer un rôle très important. Il est déjà une contrainte, il est déjà un choix, il est déjà un besoin dans la population des jeunes en général, mais pour cette population, il va jouer un rôle très particulier puisqu'il va venir à être source d'autonomisation si on arrive à travailler, mais également parce que ça va avoir une fonction de levier pour d'autres aspects. De là, pourquoi s'intéresser? Mais par contre, toutes les études précédentes, dont beaucoup ont été portées aussi par mon collègue Martin Goyette, euh, décrivent les parcours de ces gens-là aussi et décrivent toutes les contraintes et les moindres ressources parfois, ainsi que les ressources sur lesquelles ils comptent et qui vont parfois les mettre en désavantage. Donc, que ce soit des taux de scolarisation inquiétants que nous venons confirmer ici, et vous allez les voir plus tard, mais que ce soit des caractéristiques de la réinsertion qui vont être caractérisées par beaucoup de difficultés, de précarité, d'instabilité, et ce sont des choses importantes parce qu'en même temps qu'ils sont une injonction plus forte que d'autres jeunes, ils sont aussi en fait beaucoup plus de désavantages pour pouvoir s'insérer en emploi. Donc, de là, la pertinence sociale, mais aussi scientifique. Et cette pertinence scientifique, ça a convergé avec un besoin du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, avec avec des collègues chercheurs, mais aussi des responsables au sein du ministère qui voulaient connaître mieux le parcours de ces jeunes-là. Et c'est ça que nous avons lancé comme objectif et comme défi de cette recherche aujourd'hui. Et très rapidement, donc la recherche qu'on va vous présenter combine deux types de données. Des données quantitatives d'une enquête qui est assez unique au Québec, en fait, et ailleurs. Qui a été dirigée par Martin Goyette, l'enquête EDGEP. Donc, c'est l'enquête de l'étude sur le devenir des jeunes placés. Et c'est une enquête longitudinale et statistique qui est partie d'une base de données de 1136 jeunes qui ont été placés sous le service de la protection de la jeunesse et qui ont été suivis dans les temps. À l'âge de 17 ans, 19 ans, 21, ils ont pu être rencontrés par cette étude longitudinale qui date depuis donc 2017. Et à ces données très riches déjà, sur lesquelles il y a beaucoup de rapports, des résultats déjà publiés, nous savons rajouter de manière un peu inédite, en fait, une focus force sur l'emploi, mais également un volet qualitatif, un volet d'entretien auprès d'une trentaine de jeunes qui font partie de cette enquête longitudinale quantitative. Et c'est de là que nous avons extrait les principaux constats transversaux qu'on va vous présenter ici. Donc, nos données combinent à la fois des données quantitatives assez représentatives de cette population, de cette catégorie de la jeunesse, et en même temps des récits et une profondeur qui a été qui était donnée par les histoires, les propos de ces jeunes-là que nous avons rencontrés à l'âge de 24 ans. Donc, nous avons quand même une population de jeunes qui a été suivie aujourd'hui avec les résultats que vous présente jusqu'à au moins 7 ans, même si les données quanti méritent d'être poursuivies et ils s'arrêtent à l'âge d'environ 21. Donc, sur ça, sans tarder, je vais passer la parole à mon collègue Martin Goyette pour commencer la présentation de résultats. Alors, merci Eugénia. Bonjour à tout le monde, chers collègues et partenaires. Peut-être juste pour faire la transition, insister sur le fait que la recherche dont on parle ici, la base longitudinale de EDGEP, a été développée, y compris avec les responsables de la protection de la jeunesse, il y a plus de 10 ans, pour combler ce besoin là, de comprendre ce qui advient dans la préparation à la vie autonome et les conditions de sortie et de devenir des jeunes placés. On est très heureux de pouvoir vous présenter ces résultats-là aujourd'hui en appuyant en plus sur, comme on vient de le dire, une collecte qualitative auprès de jeunes qui avaient l'été dernier 24 ans. On peut poursuivre. Alors,
déjà, nos études ont montré très clairement que les jeunes de la population générale ont beaucoup plus de scolarisation que les jeunes en situation de vulnérabilité. Nous avions peu ou pas de données sur cet aspect-là avant l'étude de JEP et aujourd'hui, on confirme qu'à l'âge de 21 ans, les jeunes de la cohorte EGEP, qui sont des jeunes qui ont été placés en protection de la jeunesse, ont terminé un diplôme d'études secondaires. C'est donc pour 37 38 de ces jeunes-là qui ont terminé un diplôme d'études secondaires. En population générale, les jeunes équivalents du même âge, selon la manière dont on calcule, ont un diplôme d'études secondaires à 80 On voit bien que, et on va vous en reparler tout au long de la présentation, que la question de la scolarisation est un élément important. Nous l'avons déjà dit dans d'autres volets de EGEP. Mais on va vous parler aussi de l'élément central dans la réflexion sur l'amélioration de la situation de ces jeunes-là et des services, celui de soutenir l'amélioration de la scolarisation pour améliorer le parcours d'emploi. On a montré que les jeunes qui reçoivent des encouragements de toutes sortes de manières, via leurs proches et des intervenants, contribuent dans leur parcours à terminer plus rapidement un diplôme d'études secondaires. C'est un élément important, notamment parce que on ne voudrait certainement pas, et j'en discuterai plus tard là, avec vous, stigmatiser cette population de jeunes-là. Le regard qu'on porte par ces données-là, c'est un regard systémique sur ce qu'advient des jeunes lorsqu'ils quittent un système de protection de la jeunesse, mais il y a plein de leviers pour améliorer les choses. Alors, du point de vue des données quantitatives et du rapport à l'emploi, deux choses sur cet aspect-ci. D'abord, les parcours des jeunes sont réversibles, précaires et faits de pas en avant dans la trajectoire à l'emploi. En bref, pour ceux qui ne sont pas en emploi, souvent ils ont des expériences professionnelles juste avant qu'on les ait rencontrés. Et pour ceux qui sont en emploi, ils nous témoignent d'emploi et de va-et-vient entre certains petits boulots. C'est un élément important parce que très en lien avec le niveau de scolarisation, les emplois auxquels ils accèdent sont des emplois qui ne permettent pas une grande protection sociale comme telle. Certains d'entre eux ont accès à l'aide sociale ou au chômage, mais dans tous les cas, il y a une forme de précarité du parcours d'emploi qui se transforme en précarité financière et de l'ensemble des parcours des autres sphères de vie aussi. Dans cette perspective-là, notre recherche montre aujourd'hui que les jeunes de la cohorte EGEP sont 3 fois plus nombreux que les jeunes de la population générale à être NIF. Alors, probablement que vous avez déjà entendu cet acronyme-là. C'est une acronyme dont on pourra discuter un peu plus tard dans la conférence. Les jeunes NIF sont les jeunes qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation lorsqu'on les a rencontrés. Alors, en bref, 30 des jeunes de la cohorte EGEP sont en situation de NIF à 21 ans, pendant que, grosso modo, dans la population générale, c'est 10 C'est très important et c'est une donnée importante là, de la réflexion à suivre. Alors, je vous l'ai dit, je vais passer vite sur ce tableau-ci. Vous allez pouvoir le lire dans le rapport, mais des bas salaires, des faibles protections et peut-être insister sur le fait que, outre les enjeux des résultats importants, c'est la majorité des jeunes là, qui sont dans la situation où ils accèdent à des emplois
à bas salaire. Même s'ils sont peu nombreux, les jeunes qui ont une plus forte scolarité sont aussi les jeunes qui occupent les emplois plus spécialisés et grâce à ça, accèdent à une forme de protection sur l'ensemble des autres enjeux qu'ils vivent dans la transition à la vie adulte. On va pouvoir en parler dans un moment. Alors, je passerai rapidement là-dessus, mais j'insiste sur 2 éléments. Évidemment, notre rapport est extrêmement riche. On va pouvoir, en discuter, mais le genre, a un impact important, là, dans la compréhension du statut d'activité et du rapport à l'emploi. Simplement, dans la continuité de plein d'autres recherches, Eugénia pourra poursuivre très longuement là-dessus, mais les jeunes hommes de notre cohorte sont beaucoup plus en emploi, que ce soit à 19 ans en moyenne ou à 21 ans. Les femmes sont celles qui sont le plus dans un parcours aux études, même si on vient de dire qu'il y a peu de jeunes qui sont dans un parcours aux études. Et fait à noter, notre recherche intègre la notion de personnes trans et non-binaires. Dans toutes les publications qu'on a réalisées, celle-ci aussi, ben, on peut voir que les personnes trans sont plus souvent dans la catégorie des jeunes niches. Donc, c'est un élément important à prendre en compte. Ça serait très important et je souhaiterais qu'on fasse une conférence seulement là-dessus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la question de la parentalité est un élément de compréhension important dans le parcours de transition à la vie adulte de ces jeunes. Euh, Plusieurs données militent dans ce sens. Simplement indiquer que, d'une part, si on développe les soutiens pour les jeunes mères et les parents en général, ils peuvent poursuivre la trajectoire conventionnelle dans le scolaire comme dans l'emploi, mais que force est de constater dans nos données qu'être mère, ça implique plus souvent que d'autres être en situation de niche. La trajectoire antérieure en protection de la jeunesse a une influence très importante sur la question de la trajectoire scolaire et d'emploi. On pourra en reparler. Mais surtout, je veux insister encore une fois sur l'importance de la stabilisation résidentielle pour favoriser la trajectoire en emploi. D'une part, d'autres études ont déjà montré au Québec, avec EGEP, que 33 des jeunes sortant de placement connaîtront au moins un épisode d'itinérance entre 18 et 21 ans. À partir de ce constat-là, si on croise avec la trajectoire d'emploi, on ne sera pas surpris, nos données le montrent, que les jeunes qui sont le plus souvent en situation de niche, si on regarde du point de vue résidentiel, sont ceux qui sont dans des situations d'habitation plus précaires, notamment en situation d'itinérance. En fait, puisque j'ai déjà passé trop de temps à faire la présentation, j'insisterai sur 2 éléments. La situation de santé des jeunes doit être prise en compte dans la réflexion sur les politiques d'emploi. À partir de plusieurs niveaux de données, on pourra en reparler plus tard. On pourrait dire simplement que des jeunes de la catégorie niche sont en moins bonne santé physique et reçoivent entre 18 et 20 ans beaucoup plus de services en santé mentale et en psychiatrie. On a pu, de façon inédite dans ce rapport-ci, utiliser des données de la RAMQ pour mieux comprendre le lien entre la santé et le parcours d'emploi. Je passe la parole à Marie, notre collègue, qui va poursuivre. Merci Martin. Vous m'entendez bien? Oui, ça marche, ok. Donc, comme l'a dit Eugénia au début, la particularité de la recherche, c'est qu'on a les données quantitatives que Martin vient de vous présenter. Et donc, c'est qu'on a aussi rencontré 30 jeunes à 24 ans, enfin, lorsqu'ils étaient âgés de 24 ans en moyenne, pour avoir aller un peu plus en profondeur en fait sur leur vécu et leurs expériences et mieux comprendre finalement comment leur parcours d'emploi se construit. Donc là, on rentre dans ces données qualitatives-là qui viennent compléter à plusieurs égards en fait les résultats qu'a présenté Martin.
Ce qui est intéressant en fait dans les récits des jeunes, des 30 jeunes qu'on a rencontrés, c'est de voir que la complexité de leur parcours en emploi, elle a rapidement été mise en évidence. Et il y a, en lien avec ce que Martin a mentionné, il y a vraiment une pluralité d'enjeux qui se côtoient dans ces parcours-là. Et ces enjeux, on les a retrouvés en fait au sein de 6 tensions, enfin 6 tensions singulières dans les parcours des jeunes. Et par tension, en fait, on veut parler d'une forme d'ambivalence qui est très importante dans leur parcours. Ces tensions, elles peuvent être à la fois des leviers en fait pour soutenir le parcours d'emploi ou à l'inverse, elles peuvent être des obstacles en fait qui peuvent venir freiner ou complexifier les parcours d'emploi. Donc, on va passer rapidement à travers ces 6 tensions-là. Donc, la première que vous voyez à l'écran, c'est l'idée que l'expérience de placement, en fait, elle a une incidence paradoxale sur le parcours des jeunes interviewés, dans le sens où elle peut à la fois soutenir l'insertion professionnelle pour certains et certaines jeunes, pour des raisons variables, en fait. Pour certains jeunes, ça peut être le fait de vouloir échapper ou sortir du milieu de placement, être en quête d'une plus grande autonomie. Et donc tout ça va participer, on va les inciter à se tourner vers l'emploi. Et puis pour d'autres jeunes, à l'inverse, l'expérience de placement va au contraire les éloigner du marché du travail. On vous a mis ici des exemples, mais le fait d'être déplacé, en fait, de changer de milieu de placement peut engendrer un certain éloignement géographique en fait, entre le milieu de placement et l'emploi, ou encore la discrimination en raison du statut de jeune placé qui peut complexifier l'insertion en emploi. Et pour près d'un tiers des jeunes qu'on a rencontrés, c'est l'injonction institutionnelle à la vie adulte, en fait, au moment de la majorité, à la fin du placement, qui a incité, en fait, à trouver un emploi pour assumer un certain nombre de responsabilités qui étaient jusque-là absentes. Donc, on peut aller ouais, à la diapo suivante. Donc, dans la continuité, la deuxième tension, en fait, se rapporte à la situation d'emploi des jeunes interviewés. Donc, une majorité des jeunes qu'on a rencontrés étaient en emploi à temps plein, en fait, au moment de l'enquête. Et à noter, puis ça a fait du lien avec ce que Martin a dit, c'est que c'est des emplois généralement qui sont dans des secteurs avec des moindres protections, des emplois de moindre qualité. Euh, donc c'est ça. Donc ça fait du lien avec les résultats quantitatifs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pour les 2 tiers des jeunes qu'on a rencontrés, ils accordaient une signification qui était principalement instrumentale à l'emploi, c'est-à-dire que pour eux et pour elles, il s'agit de leur principal moyen de subsistance. Et dans le même temps, paradoxalement, l'emploi, semble à lui seul en fait être une ressource qui est insuffisante pour les jeunes. Et ça les incite à devoir trouver d'autres ressources en fait pour subvenir à leurs besoins, comme le fait de solliciter l'aide de leur entourage, parfois contracter une dette auprès d'une institution financière ou compter sur la solidarité publique avec l'aide sociale. Et donc cette situation génère des craintes qui sont quand même importantes et qui étaient assez récurrentes dans les discours, dans le récit des jeunes. Donc des craintes tant sur le plan financier, donc comment réussir à subvenir à ses besoins, et des craintes également sur l'emploi lui-même, c'est-à-dire même si les jeunes étaient en emploi, il y avait une peur assez importante pour un certain nombre d'entre eux de perdre leur emploi et donc des conséquences notamment financières qui pourraient y être associées. On peut passer à la prochaine. Et donc, dans leur parcours d'emploi, une troisième tension qui est apparue, c'est au niveau de l'autonomie et du réseau de soutien des jeunes. Alors, la question des relationnels et du réseau de soutien, du réseau social était très importante en fait dans les discours des jeunes. Et fait important à noter, c'est qu'ils se tournent fréquemment en fait vers leur réseau social pour bénéficier de soutien en lien avec l'emploi, que ce soit pour trouver un premier emploi. Un certain nombre de jeunes sont passés par leur réseau, leur entourage en fait, pour trouver un premier travail. Et le réseau de soutien peut aussi être là, comme je le disais tout à l'heure, pour apporter un soutien au niveau financier, pour donner des conseils sur la prise de décision en lien avec l'emploi, etc.
Et ce sont souvent les collègues, les proches, les employeurs et les employeuses, et parfois des intervenants et intervenantes, notamment dans des institutions en employabilité, qui peuvent fournir ces conseils et ce soutien. Dans le même temps, même s'il y a une importance pour solliciter en fait les relations et l'entourage, les jeunes insistent beaucoup en fait sur le fait que toute décision en lien avec leur emploi en fait leur revient au final. Et donc, ça rappelle aussi l'importance de leur agentivité et de leur autonomie dans leur parcours d'emploi. Donc, un certain nombre de jeunes ont mentionné, par exemple, avoir quitté de manière volontaire sur leur propre choix, de leur propre décision, leur premier emploi. Dans la continuité de cette importance-là des relations sociales, les relations au travail en fait sont vraiment centrales dans les parcours d'emploi des jeunes et elles entrent en jeu en fait pour à la fois influencer la satisfaction qui est ressentie par rapport à l'emploi, mais aussi l'insatisfaction de manière un peu en miroir finalement. Donc l'insatisfaction qui peut être ressentie dans le parcours en emploi. Donc les relations sociales, elles sont définies un peu, enfin elles sont nommées par les jeunes comme pour expliquer les caractéristiques qui viennent qualifier un peu les meilleurs emplois qu'ils ont connus, mais aussi les pires emplois qu'ils ont connus. Donc le fait de se sentir reconnu et intégré à travers les relations de travail, de se sentir valorisé par la tâche, le fait de ne pas ressentir de pression de part de son employeur ou de son employeuse, tout ça au niveau relationnel participe à influencer la satisfaction ou l'insatisfaction ressentie par rapport à l'emploi. Et puis un point intéressant qu'on voulait souligner, c'est le fait qu'il y ait une particularité pour ces jeunes, en fait, en comparaison peut-être d'autres groupes de jeunes en situation de vulnérabilité, c'est que les employeurs et les employeuses ont été nommés en fait assez fréquemment en fait comme étant un peu aux premières loges de ces relations sociales. Et les caractéristiques des relations avec les employeurs et les employeuses, à savoir les enjeux de communication ou la qualité des relations que les jeunes entretiennent avec eux, apparaissent vraiment déterminantes dans les parcours en emploi. Donc on tenait à souligner parce que c'est quand même un point un peu différent peut-être par rapport à d'autres groupes de jeunes. Donc l'avant-dernière tension, à un autre niveau, en fait, ce qu'on a relevé, c'est que le marché du travail apparaît plutôt être en décalage en fait quant aux attentes des jeunes qu'on a rencontrés. Donc les personnes qu'on a interviewées en fait ont une vision qui est assez réaliste en fait du marché du travail, de ses prérequis en matière de diplôme, de qualification, de résidence, de proximité géographique, etc. Cependant, ils ne disposent pas forcément de ces prérequis. Et ça va mettre en tension un peu les opportunités sociales, donc de pouvoir accepter ou intégrer un emploi et la réalité de leur parcours. Et donc les jeunes qu'on a rencontrés cherchent à se former puis à décrocher des emplois avec des bonnes conditions de travail et qui soient adaptés à leurs enjeux de santé physique et mentale. Mais ces derniers éléments en matière de santé, notamment, peuvent devenir des obstacles en fait, qui sont quand même majeurs pour participer activement au marché du travail. Et plusieurs jeunes ont un état diagnostiqué qui a freiné leur cheminement, leur parcours en emploi. Donc une vision réaliste du marché du travail, mais ce marché du travail peut être en décalage un peu par rapport à la situation des jeunes, notamment en matière de santé. Enfin, donc la dernière tension qui est apparue dans l'analyse de ces parcours d'emploi, en emploi des jeunes, elle se rapporte plutôt aux pratiques et aux accompagnements en fait que ces jeunes vont solliciter dans leur parcours. Parce qu'il est important de souligner en fait que dans ces parcours en emploi, il y a une variété d'institutions publiques, privées, communautaires qui sont présentes. Donc les jeunes en fait se tournent vers elles pour obtenir des accompagnements à différents niveaux en fait pour répondre à leurs besoins dans leur parcours et en lien avec l'emploi, que ce soit pour avoir un soutien en matière d'orientation scolaire, pour organiser un retour aux études, pour être mis en lien avec des offres d'emploi, acquérir une première expérience professionnelle, etc.
Donc certaines de ces interactions sont très aidantes en fait dans les parcours, mais d'autres l'ont moins été. Donc c'est là un peu où on situe la tension dans les parcours des jeunes. Et en tout cas, ce qui nous semblait intéressant, important de souligner, c'est que peu importe le type d'organisation ou de besoin finalement qui est mis de l'avant par les jeunes, eux et elles, ce qu'ils recherchent finalement, c'est de l'aide concrète, de l'orientation scolaire, des programmes qui sont flexibles et efficaces, mais surtout, puis on revient à une dimension relationnelle, ils recherchent en fait une approche qui est humaine au sein de ces services avec lesquels ils et elles sont en contact. Donc, c'est ces caractéristiques, cette question-là, cette approche humaine qui vient vraiment influencer leur expérience de l'aide reçue et le fait qu'ils la perçoivent aussi comme étant une aide déterminante ou pas dans leur parcours. Donc, Martin, je te laisse conclure. Ouais. Ou Eugénia, je ne sais plus. Oui, on peut conclure tous les trois, si vous voulez. Ouais. Je peux juste démarrer. Donc, à travers ces résultats, que ce soit des résultats qu'on peut plus généraliser aussi à l'ensemble, peut-être plus largement l'ensemble des jeunes ou d'autres qui viennent mettre vraiment beaucoup de vécu aux problématiques et aux enjeux qu'on ne voit pas derrière les statistiques. Nous retrouvons en fait de défis qui sont très importants pour l'emploi parce que sortent aussi de l'emploi, dans le sens que on peut pas penser en fait les situations d'emploi et d'activité de jeunes de manière déconnectée au reste des enjeux qui vivent dans le reste de la sphère, des sphères de vie, dans le reste des parcours. Il y a des liens très forts. C'est vrai, les probabilités d'être NIF, de devenir NIF par rapport à la santé ou par rapport à la résidence. Mais on les voit également par leurs récits de jeunes quand ils nous racontent comment la santé peut faire obstacle à un choix même d'emploi qu'ils souhaitent et dans lequel ils voudraient rester et qui ne peut pas les faire. On voit clairement un effet très hétérogène, des effets très hétérogènes des placements sur le parcours d'emploi. On voit comment ces parcours, en fait, les parcours de jeunes en général sont des caractéristiques souvent en général d'instabilité, de précarité. Mais ici, on retrouve que cette précarité, cette instabilité fragilise beaucoup par la place qu'occupe l'emploi à l'ensemble de ces parcours, va venir fragiliser beaucoup plus largement les parcours et les centres de ces sphères de vie, encore une fois, d'une manière interconnectée. Donc, l'idée que même quand ils travaillent, quand ils sont très engagés dans l'emploi, que ce soit parce qu'ils travaillent à temps plein, que ce soit parce qu'ils nous expriment l'importance du travail dans leur vie, on va pouvoir observer cette question, c'est que l'emploi ne suffit pas tout seul, voilà, pour sécuriser ces parcours. Et ça, c'est mis en évidence, que ce soit dans les statistiques, que ce soit dans les récits de jeunes. Je pense que l'importance de relations sociales qui prend la forme du soutien des institutions, mais qui prend aussi la forme des rapports aux employeurs et c'est ressorti comme quelque chose dans ces résultats-là. Je dirais à l'âge de la jeunesse, la relation, c'est les moments de plus haut taux de renouvellement des relations sont importantes en général. Mais pour cette catégorie de jeunes qui subissent aussi beaucoup de désaffiliation, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit parfois qui subissent des sanctions fortes à créer de nouvelles relations au nom de quitter leur famille d'accueil ou leur lieu de placement, etc. Les relations sociales vont venir avoir un rôle et un poids très, très important qui est nécessaire de traiter, que ce soit par le soutien des institutions, que ce soit par le rapport aux employés, que ce soit par le soutien aux proches aussi, et à la place qu'occupe aussi dans l'accompagnement des jeunes. Donc, Martin, Marie, peut-être Martin voudrait ajouter des éléments. Peut-être rapidement, j'essaie 3 idées en lien à ce que je vois à l'écran. À partir du moment où notre recherche montre que les jeunes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires sont 5 fois plus à risque d'être en situation de NIF à 21 ans, on doit réinsister sur l'importance de la scolarisation au cœur de la réflexion, des approches globales à mettre en œuvre. La présentation des données autour du volet qualitatif a bien cerné les enjeux de recours et de non-recours. Je vous donne un autre exemple dont je n'ai pas pu parler un peu plus tôt. On pourrait croire, par exemple, que les jeunes qui sont en instabilité résidentielle ou en situation d'itinérance bénéficieraient d'avoir accès, par exemple, à l'aide sociale pour contribuer à leur stabilisation.
dans un modèle de protection sociale comme on a au Québec. Or, force est de constater, selon les âges et 2 ou 3 considérations, qu'entre 40 et 70 des jeunes en instabilité résidentielle ou en itinérance ne nous indiquent pas avoir eu recours à l'aide sociale. Donc, ça réaffirme l'importance de réfléchir aux enjeux d'accès. La dernière idée, et je me tais ensuite, la durée, l'importance de soutenir, bien sûr, pas juste à 17 ans et à 18 ans, mais bien au-delà, mais nos données montrent clairement que les jeunes ont des besoins complexes, divers, y compris dans le rapport à l'emploi, à 24 ans aussi. Bien, dans la durée, ça exige aussi que si on veut réfléchir à l'amélioration de nos services, il faut poursuivre les recherches de ce type-là, avoir accès aux données qui permettent, avec les décideurs, les gens dans les ministères, mais aussi les jeunes eux-mêmes, de trouver des solutions pour améliorer. Mais si on regarde les études internationales dans ce domaine-là, force est de constater que si on n'améliore pas plusieurs aspects des soutiens aux jeunes, 30-40 d'un groupe de jeunes qui quittent les placements à chaque année va avoir des difficultés importantes à s'insérer dans le monde adulte, dans le parcours scolaire aussi. C'est un élément important qui met l'emphase sur l'importance des interventions précoces, agir tôt, de façon préventive de la vulnérabilisation et dans la durée pour prévenir la surmarginalisation pour certains groupes de jeunes.